Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Albi, la capitale du Tarn. Et bien à Albi, j'ai décidé de vous raconter une belle histoire, celle de la famille de Laure Camillo, des anciens briquetiers qui au bout de la 6e génération vont devenir de superbes potiers. Portrait d'Albi, c'est un grand nombre désormais en France. Et bien c'est cette belle histoire que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec moi. Alors on y va ? Bonjour Laure. Bonjour Christian, tu vas bien? Ça va. Merci et toi? Mais très bien. Merci de nous accueillir chez toi. Eh bien, merci de penser à venir chez nous. Ben non, c'est une belle maison, c'est une belle histoire et donc ça m'intéresse. C'est une maison vraie, ouais. Surtout c'est du patrimoine pour moi. D'ailleurs tu as le label entreprise du patrimoine vivant. Oui. Depuis pas longtemps? 2013. 2013, ça c'est important je trouve. Ouais, c'est vrai. La transmission du métier et des savoir-faire. C'est essentiel. Mais ta famille en fait donc est briquetier à l'origine? Oui, briquetier tuilier, ouais. Tu sais qu'on a les mêmes origines en fait, je viens de découvrir ça. Non. Alors dans mes origines, pas la même famille, mais en fait j'ai découvert que grâce à ma cousine en fait, que ma famille était briquetier tuilier. Ah, tu vois. Du XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle en fait, voilà. À Verdun-sur-Garonne. Ben oui, le 31, le 81, il y a beaucoup de briques quoi. Ouais, le 82 là c'était à Tarn-et-Garonne. Et en fait on était briquetiers pendant plus de 200 ans. Nous étions briquetiers du côté de ma grand-mère, du côté de mon père. Ouais, ben voilà, on est issus des mêmes racines. Des mêmes racines. La terre, la brique. C'est ça, c'est pour ça que ça te parle. Ça me parle, c'est vrai. Bon. Donc on a même passé quand même. Mais toi, c'est plus récent quand même. Ta famille a commencé briquetière 1891. 1891 et jusqu'à toi. Jusqu'à maintenant, ça fait 6 générations. 6 générations, c'est excellent. Ouais. Et donc en fait de la briqueterie, vous êtes passé ensuite à la poterie? À la poterie dans les années 60, oui. Il y avait un potier à 200 mètres d'ici qui n'avait pas de repreneur justement, pas d'enfants. Et donc il a fermé, il a pris la retraite et les tourneurs sont venus ici demander à papy et mamie. Ils leur ont dit, vous avez la terre, vous avez les fours, pourquoi vous ne feriez pas en plus des pots? Voilà comment on a commencé à faire de la poterie. Et c'est toujours la terre, la même terre? Toujours la même terre, de l'argile rouge depuis le début. D'accord. Toujours. Donc l'argile qui est là, en fait, on va voir la transformation, en fait. Exactement. On va passer en pain, puis après ça va être tourné, séché, cuit une première fois, émaillé, cuit une seconde fois. Et l'avantage de la matière première, c'est qu'elle est recyclable. D'accord. Et c'est en fait, on peut faire toutes les formes qu'on veut quasiment, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut quasiment. Alors les formes, oui. Autour, c'est du rond, forcément, c'est pas du carré. Hein. On ne sait pas tourner carré. Et les émaux, il y a quelques couleurs qui sont très difficiles à obtenir. Mais bon, si tu veux, c'est pas comme des peintures et des pantones. C'est pas du tout pareil, c'est plutôt comme des verres qu'on travaille la céramique sur terre argile. Mais on a quand même une palette assez importante de couleurs. Ouais. D'accord, ben, c'est ce qu'on va aller voir maintenant ensemble. Avec plaisir. Je vais te faire visiter ça. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Allez. Alors ici, Laure, tu as reçu dans les pains de terre. Oui. Donc vous allez en faire quoi exactement? En fait, on va les passer dans la boudineuse ici pour que ça fasse des pains de terre ronds et que la terre soit plus molle pour pouvoir la tourner ensuite. D'accord. Parce que dans les temps, on ne peut pas la tourner, il faut qu'on la retravaille. Ça pétrit un peu, c'est ça? Oui, on peut dire ça un peu comme ça, ouais. D'accord. Bon, on va regarder comment ça fait alors. Allez. C'est Cédric qui passe la terre là. Donc là, on a enfin des pains de terre ronds et ensuite, il va les couper à la taille de la pièce qu'il va avoir à tourner. D'accord. Donc il y a une espèce de compas pour mesurer. Voilà, alors il y a beaucoup de tourneurs qui ont moins l'habitude qui les pèsent. Nous, on n'a absolument pas le temps de les peser, hein, Cédric. Donc il sait que selon la pièce qu'il va avoir à tourner, ben, il a besoin d'un pain de terre de temps. D'accord. C'est l'habitude, quoi. Donc il se prépare ses pains de terre pour pouvoir après aller tourner ses pièces. Et la terre, c'est la terre de quoi exactement? De l'argile, tout simplement de l'argile rouge. Parce qu'on a toujours travaillé cette terre. Albi est une ville de briques rouges. On avait des carrières d'argile rouge et puis on le voit, le Tarn est rouge aussi. Donc on a toujours travaillé l'argile rouge. Il y a des argiles noires, des blanches, des rouges. Nous, cette terre nous va bien, un, pour la tourner, mais aussi pour nos émaux. D'accord. Voilà. Donc là, après, donc, il prend un pain, c'est ça? Oui. Il le tape sur le tour, il centre la terre, tu vois là. Donc bon, ça va très très vite parce qu'il a 20 ans de métier, hein, mais pour faire des pièces de cette taille, il faut 5 ans à peu près d'ancienneté, pour te donner une idée. Mais justement, ça a l'air très facile, mais en fait, ça n'est pas du tout. Non.
Et il faut combien de temps pour devenir un bon potier? Ben, au Bon minima, tourneur, non, plutôt. qu'est-ce que tu dirais, Cédric? Au minima 5 ans. Au 5 minima ans. 5 ans. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que les apprentissages se font seulement en 2 ans. À l'âge où Cédric a fait l'apprentissage, c'était en 3 ans. Et il faudrait au minima qu'on revienne à 3 ans. Parce qu'au bout de 2 ans, ils vont faire une pièce à peu près de 10 cm de haut, tu vois. Et là, bon, ben, c'est en fait de la répétition vraiment du geste. Bon, et puis aussi si la personne a du talent, hein, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde d'être tourneur. Il le sait, Cédric, il était avec un de ses confrères qui, lui, s'est destiné à l'émail et pas au tournage, tu vois. Tout le monde n'est pas fait pour le tour. Et là, on a 3 apprentis à l'heure actuelle. On espère que les 3 seront doués et resteront tourneurs chez nous. Mais il n'y a qu'à l'issue des 2 ans, et même il faudra plus de temps pour qu'on le sache. D'accord. Donc là, en fait, ça lui sert à mesurer la hauteur, Ouais, ça la girouette, là, ça lui sert pour faire la hauteur et logiquement le diamètre. Sauf que lui, ça ne sert pas forcément. Il fait beaucoup à l'œil, je crois, Cédric. D'habitude, hein, l'expertise, Grande hein. habitude, grande habitude. Et donc là, il fait un modèle précis, c'est ça, à chaque fois, il fait un modèle précis à... Généralement, on essaye qu'il ne change pas de modèle chaque jour, qu'il fasse une journée d'un modèle au moins. Voilà. Je pense que pour lui, c'est mieux, non, Cédric? Après, bon, ben, des fois, il n'a pas le choix, le pauvre. Il me faut tellement de modèles différents que je lui fais changer entre l'après-midi et le matin de modèle. Et tu dis modèles différents, il y en a combien en tout modèle différent? On a 127 formes. 127 formes? Ouais, 127 formes. D'accord. Donc après, ben, on sait à peu près moins à l'avance les formes qui vont se vendre. Donc il y a des pièces qu'on fait tout le temps, comme des cancales, des Sydney, des Odyssées, qu'on sait qu'on vendra tout le temps si tu veux, les best-sellers de la marque. Il y en a d'autres, les nouveautés qu'on crée. Chaque année, on y va comme la matière, l'élégance, on y va plus avec parcimonie parce qu'on ne sait pas encore comment le public va les accueillir. Ah bah oui, Hein, voilà. c'est super précis le geste, c'est beau. Ouais, Hein. c'est beau, hein. Puis le toucher de la terre, c'est quand même particulier. C'est très agréable, très agréable. sensuel. C'est vrai. C'est sensuel. C'est le mot. Oui, oui. C'est le mot. Donc une fois que les pots sont faits, la suite c'est quoi? Alors on va les laisser sécher 1 à 2 jours selon la taille de la poterie et aussi la météo. Si c'est plus ou moins humide le temps, plus l'hydrométrie est importante, plus il y aura besoin de sécher. Plus c'est sec, plus ça va tirer vite au contraire. Donc il faut faire attention. Et après on va passer à l'ébarbage. Donc on va prendre chaque pièce. Ouais, l'ébarbage. Donc on va reprendre chaque pièce, on va nettoyer le fond, on va le trouer et estampiller. D'accord, on peut voir ça? Oui, oui, oui. On va aller voir ça de suite. Wael va nous montrer ça. D'accord, bon, on y va. Allez. Donc là on a Wael qui ébarbe. Alors ébarber, ça veut dire quoi? Alors chez nous, ça veut dire nettoyer. Donc là, tu vois, il a troué, Cédric autour fait un pré-trou et Wael fait un trou du diamètre d'un doigt d'émailleur. On verra après pourquoi. Là, il vient nettoyer le fond du vase, il fait le pied. Ouais. Il le nettoie pour qu'il soit le plus plat possible. Donc nous, on utilise l'éponge naturelle beaucoup aussi. Et il va venir signer la pièce de la marque Poterie d'Albi. D'accord. Voilà. Et donc ça, il a signé ou... Non, on estampille. Voilà. On estampille. Donc pareil, il faut que ça soit pas trop sec et pas trop mou. Pas trop mou pour que le pot s'affaisse pas et pas trop sec pour qu'il puisse quand même marquer. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la partie ébarbage. En moyenne, à partir du moment où on prend les peines de terre jusqu'au moment où on va faire partir les poteries d'ici, on les manipule 24 fois en moyenne. 24 fois? Ouais. Ah ouais. Il y a beaucoup de main-d'œuvre. Chez nous, c'est le premier poste. Tu vois comme elle est tendre la terre? Donc ensuite, tu me disais qu'il y avait un temps plus ou moins long de séchage, Ouais, c'est ça? tout à fait. En fait, d'abord, on tourne le vase, ensuite, on va l'ébarber et ensuite, on va le laisser sécher tranquillement. Donc, selon la pièce, tu vois, bon, ça, c'est des gens qui se sont essayés à faire une poterie, que tu connais bien d'ailleurs. Donc, en fait, pour des petites pièces comme ça va être entre 1 semaine à 10 jours de séchage. Pour celle-là, tu vas avoir 15 jours au minima. Et pour des pièces en 1 mètre, ça va être jusqu'à 1 mois et demi de séchage. D'accord. Et tu me disais que ça séchait par le... Par le haut. Par le haut. C'est pour ça qu'il y a une différence de couleur? Exactement. En fait, la température est plus haute en haut qu'en bas, enfin comme dans les maisons, comme partout. Et donc, ça s'évapore par le haut. Et donc, la terre commence toujours à être plus claire en haut qu'en bas. D'accord. Oui. Et selon la saison, forcément, ça va changer? Ça varie. Ça varie. Donc, en fait, ils le savent à l'œil.
il surveille les pots. Quand c'est humide, ben on chauffe pour qu'il n'y ait pas de rupture de température parce que la poterie n'aime pas du tout les ruptures de température ni les courants d'air, sinon elle s'ovalise. Et quand il fait trop chaud, comme ça peut arriver à Albi des fois, hein, ils couvrent avec un plastique, ils vont arroser les sols avec des arrosoirs pour que l'humidité remonte dans la poterie et qu'elle ne se craquelle pas, qu'elle sèche moins vite. D'accord. Voilà, mais ça c'est que l'habitude, c'est pas écrit dans les livres, tu vois. D'accord. Voilà. Donc vous séchez et ensuite donc vous cuisez? On va faire une première cuisson. Voilà, on fera une première cuisson que de brut, on ne mélange pas le brut et les émaillés. Ensuite, on les met en stock et après, on va les émailler selon les pots qu'on va avoir à vendre dans la semaine, dans les couleurs voulues et on recuit. Donc voilà, il y a beaucoup de manipulations. Dans l'émaillage, est-ce qu'on peut aller voir maintenant peut-être? On va voir l'émaillage si tu veux. Okay, ouais. Alors on y va. Allez. Donc là, il prend le gros pot, donc là il va peindre, c'est ça? Non. Oui, il va émailler. Émailler. Émailler, mais au pistolet. Si tu veux, on émaille toutes les petites et les moyennes pièces des poteries d'Albi à la main, au pinceau, à l'éponge ou par trempage. Mais les plus grosses, ben, ça devient après, il y a des limites physiques, hein, c'est lourd quand même. Et ensuite, en plus, elles ne rentrent pas forcément dans les bacs d'émaux. Donc celles-ci, on les fait au pistolet. D'accord. Donc là, on a le soin d'enlever la poussière parce que l'émail, ça crée l'humidité et la poussière. D'accord. Et en fait, c'est la même chose que si le trempé, c'est le même matériel. Oui, c'est le même émail. Le même émail. Oui, les mêmes préparations. L'émail, c'est quoi exactement d'ailleurs? C'est des oxydes, des terres, de l'eau. Et il faut bien malaxer comme une pâte à crêpes si tu veux, sinon ça se désolidarise. Tu as les oxydes de la terre au fond et tu n'as plus que de l'eau. Et l'oxyde, c'est quoi? C'est des minéraux? Oui, c'est les fers, du cuivre, les choses comme ça, oxyde de fer, oxyde de cuivre. Il y en a qui donnent du vert, il y en a qui donnent du bleu, le cobalt, tout ça quoi. Donc en fait, c'est un mélange chimique à quelque part? Terre, oxyde, eau. D'accord. Que tu règles selon la couleur que tu veux. Exactement. Donc tu as une vraie recette en fait? Interne. Interne, ouais. Donc tu crées en fait ta recette en disant je fais n'importe quoi, plus d'oxyde de fer, ouais, plus de... c'est exactement ça. Et après tu travailles à une certaine épaisseur aussi, selon ce que tu vas obtenir et selon la couleur et selon ta terre aussi. D'accord. On ne peut pas émailler sur toutes les terres, il y a des terres qui ne nous conviendraient pas. D'accord. Donc là donc, il fait donc, au pistolet. Oui. Donc après on va aller voir à la main. Oui. On va aller voir après ce qu'on fait à 95% dans la maison, c'est à la main. Mais comme je t'expliquais, les plus grosses, physiquement, c'est trop long. C'est plus long en fait, parce qu'il faut être précis. Beaucoup plus long au pistolet qu'à la main, qu'au trempage en fait. Il faut qu'il soit régulier et précis. Oui, attentif à ce qu'il fait. Il y en a, j'ai un de mes collaborateurs, on ne peut pas le mettre là parce qu'il faut vraiment garder l'œil sur le jet, tu vois, comme il fait. Pour être sûr de passer où il faut, de ne pas en mettre trop à un endroit et passer à un autre. Voilà, il faut être très précis. Donc là, c'est Abdallah. Ouais, Abdallah. Il va faire quoi là aussi? Alors ça, c'est un savoir-faire qui était à Clair de Terre, qui est aujourd'hui chez Poterie d'Albi. C'est l'émaillage aux patines, donc au pinceau ou à la brosse ou à l'éponge. Et donc là, il fait Ibiza Sunshine. Donc, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que l'émail, il est blanc presque, et il va finir jaune vif. Jaune vif. Jaune vif après la cuisson, et le bas est mort doré. Donc, pareil, tout est fait entièrement à la main, et l'émail aussi est un peu magique parce qu'il fait un peu ce qu'il veut dans le four. Il va fondre plus ou moins, donc il n'y a pas une pièce identique à l'autre, quoi. Voilà. Là, pareil, il faut un geste quand même précis, il faut être minutieux. Alors, ils sont 3 patineurs et 3 émailleurs. Et les patineurs, par exemple, mais comme les émailleurs d'ailleurs, ont quasiment chacun leur couleur. Donc, on développe des nouveautés ensemble chaque année. Et ensuite, y en a qui vont préférer les couleurs fondantes, d'autres les couleurs mates. Et donc, ils se répartissent les couleurs, mais ils font généralement les mêmes chaque fois. Et là, c'est toujours du jaune qui met ou non? En bas, c'est du mort doré, c'est un émail mat. Donc là, on a un émail brillant et en bas, on a un émail mat. D'accord. Voilà. Mais on ne peut pas le deviner avant la cuisson. Donc là, maintenant, nous sommes avec l'ami Joe. L'ami Joe, c'est ça. Et Joe, c'est un patineur, c'est ça aussi? C'est un patineur comme Laurent et Abdallah. Et lui, il fait du brillant souvent, Joe, je crois. Je ne dis pas de bêtises, le BN, le BS. Là, c'est le nuance de craie, c'est plutôt un satiné. C'est pas un mat, mais c'est un satiné qui fait. Il y a 50 ans. La chose devant, désolé. C'est juste pour regarder
C'est beau ça. Ouais, moi j'adore. On est à 50 nuances là? Oui, 50 nuances de gris, ouais. De gris, ouais. De gris. C'est du gris. Tu vas pouvoir couper tes C'est bon. Donc là c'est la même chose mais avec d'autres couleurs, c'est ça? Exactement. Donc on est au pinceau, là on est sur des émaux mat et satinés. C'est du Fashion Pop, c'est une ligne 2017. Donc Laurent par nature il préfère les émaux mat et satinés. Donc on les lui laisse puisqu'il les préfère. Donc là la couleur c'est un bleu canard, un bleu vert canard. D'accord, qui va s'intensifier à l'action je vois. Ah oui, 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 ça va te donner ça à la fin. Donc voilà, tu vois, il faut pas... Et au milieu, ça sera jaune, le blanc. Le jaune qui est au-dessus. Voilà, ce jaune, il est au milieu et après, il fait du vert canard en haut et en bas. D'accord. Tu vois? Ah, c'est joli. Voilà. Ouais, c'est déco, ça. J'avais envie de donner un esprit jeune à la poterie parce qu'on se fait des fois une idée vieillotte de la poterie. Tu fais une collection par an, c'est ça? On fait une collection par an qu'on lance au mois de septembre chaque année. D'accord, et à chaque fois, tu renouvelles beaucoup ou pas? Normalement, on renouvelle à peu près 25% de la collection. C'est beaucoup quand même. C'est énorme, ouais. On développe à peu près 6 à 8 nouvelles formes et environ 4 à 5 nouvelles couleurs chaque année. D'accord. Donc l'année 2017, c'était tout à la patine. Et l'année 2018, il y a un mix entre le patiné et le trempé. Pour un peu décharger les patineurs parce qu'ils étaient chargés, c'est le cas de dire, avec beaucoup de patines. Ouais, c'est long si tu veux, la patine est encore plus long que le trempage. D'accord, le trempage, c'est ce qu'on n'a pas encore vu. Non, on va le voir. Bon, on va le voir. On va le voir? Allez, on y va. Allez. Donc ça, c'est vraiment à la main. Donc c'est par trempage, par un doigt. Voilà, le fameux petit trou en fait. C'est ça, le trou qu'ils ont fait. En fait, on a des confrères qui trouent sur le côté pour le drainage, mais nous, on troue sur le fond, au centre, puisqu'on émaille par trempage. Et ici, la couleur, c'est le métal. Quand la pièce va être cuite, elle va être comme ceci, miroir. Tu vois? Ah, c'est beau. C'est beau, hein? On dirait pas qu'un gris mat va devenir un métallisé. Donc, il faut être précis aussi, excuse-moi, je ne t'ai pas expliqué. Oui. Parce que, en fait, là, en bouchant le trou, il n'émaille pas l'intérieur du vase. Tu vois? Il n'émaille pas l'intérieur du vase. Voilà, il le plonge. Pas entièrement. Entièrement, mais pas le fond. Parce qu'il ne faut pas émailler le fond du vase, sinon tu ne peux pas l'enfourner, ça collerait aux plaques. Et là, par ce mouvement, il essaie de limiter au maximum les coulures. Voilà. Bon, là, il est en train de charger les fours. Donc là, on a Bob à l'œuvre, c'est lui qui gère toutes les ruptures pour le lendemain, par exemple. Bon, là, c'est pas des ruptures puisqu'il remplit avec un chariot complet. Donc, on utilise des fours modulables. Ça lui permet d'adapter les fours selon les tailles de pièces qu'il a enfournées. Et on utilise des quilles, comme tu vois là, il va les utiliser, tu vas voir, pour mettre les petits dans les grands, pour optimiser l'espace. Voilà, ça c'est une quille qui a été tournée par les tourneurs. Et on en fait de diverses tailles, comme ça, ça lui permet de mettre les petits dans les grands. Mais tu vois, il ne faut surtout pas que les pots se touchent entre eux. Il ne faut surtout pas que les pots se touchent entre eux. D'accord. Voilà, parce que sinon on aurait le problème, ça se collerait. Ah ben oui, voilà. Voilà. Donc tu comprends pourquoi on manipule 24 fois en moyenne les pots. 24 fois, mais c'est énorme. Ouais. Mais oui, c'est beaucoup. C'est le premier budget, la masse salariale de l'entreprise. Hein. On n'a rien qui passe par la machine chez nous. Et justement, tu as combien de salariés? On est entre 19 et 27. On est 19 permanents, 13 commerciaux aussi, qui sont sur la route pour vendre nos produits. Et là, actuellement, on est plutôt 27 en pleine saison. D'accord. Voilà, en sachant qu'à terme, nous, on souhaite conserver les gens ou par de l'apprentissage ou par des contrats de professionnalisation, parce qu'une fois qu'ils sont formés, on a tout intérêt à les garder, quoi. Voilà. Donc, il ne faut pas être trop petit comme moi pour travailler au four, sinon c'est difficile. Voilà. Donc là, alors, derrière, ce qu'on entend, ce sont les fours. C'est les fours. Que tu as mis en chauffe, c'est ça? Voilà, on a 6 fours qu'on allume tous les soirs à partir de 15h30 et en différé.
Et donc ils vont monter de manière croissante jusqu'à 1050 et décroître doucement aussi pour le refroidissement. Mais là, il y a des pièces dedans déjà? Ah oui, il y a les pièces dedans, ouais. Elles vont dormir et cuire dedans. Et donc en fin de compte, il y a un point quartz de 75 minutes si tu veux, où l'émail va fusionner avec la terre. Et c'est là que les oxydes vont se révéler. D'accord. Voilà. Et c'est la couleur, quand les oxydes vont se révéler, c'est la couleur qui va apparaître. La couleur va apparaître, c'est au refroidissement que les oxydes se révèlent réellement. D'accord. Voilà. Et donc vous ouvrez le lendemain matin? Oui, on ouvre à 7h30 le matin, on défourne, les fours sont encore à peu près à 200. Et on attend que les pièces refroidissent pour qu'il n'y ait pas de choc thermique avant de les sortir dehors. Voilà. D'accord. Voilà. Et après tu stockes là. Et après on va les mettre, donc tous les matins, on classe chaque pièce par diamètre, par hauteur, par couleur et surtout on vérifie qu'elles sonnent bien, qu'elles ne se soient pas fendues à la cuisson. Ah oui, ça chante, ça tu m'avais dit. Oui. Ça Oui. fait des clics. Au refroidissement, oui, ça chante, oui. Comme, Ouais. les petites Comme cloches. les cloches de Pâques. Comme les cloches de Pâques. Ah, super. Et après, donc, vous stockez? On stocke, on met en stock ou elles partent directement dans les commandes parce que des fois on est en... tendu. C'est tendu, ouais. Ouais. Voilà, c'est très tendu des fois, ouais. Donc, on va aller voir les stocks? Avec plaisir. Bon, on y va. Allez. Ouais, c'est très tendu. Donc là, on est dans le stockage, dans la préparation des commandes, c'est ça? Exactement. Donc c'est une ligne. Une ligne séparée par les bambous, tu vois, du ruisseau à Mamie, donc tout artisanal jusqu'aux ruptures des commandes là. Et c'est une commande, voilà, tout à fait. Donc les gens qui te demandent, c'est qui? C'est en fait des grandes enseignes C'est uniquement les magasins du monde du jardin, un petit peu du bricolage, mais surtout du jardin. On n'est pas en grande surface alimentaire parce qu'on n'a pas le produit pour. On est fait à la main, artisanal, on n'aurait pas les volumes ni les prix pour travailler avec ces enseignes-là. Et justement, tu me dis que pour ces enseignes-là, tu pouvais travailler à façon. Oui. Donc pour une grande enseigne d'ailleurs. Ben là, on a la chance que Truffaut, de commencer une collaboration avec Truffaut. Enfin, Truffaut, c'est un client très ancien à nous. On aime bien leurs valeurs. Et ils ont pensé à nous pour développer une ligne commune de jardin pour le printemps 2018 en lien avec le mobilier de jardin. D'accord. Et les couleurs sont vraiment très très belles. C'est gentil. Les clients vont pouvoir les découvrir d'ici une quinzaine de jours dans les magasins. D'accord. Donc des nouvelles couleurs à chaque fois en fait. Donc, ça c'est des couleurs réservées après. Ça c'est des lignes exclusives de Truffaut pour eux, oui. Et même les produits qui sont stockés ici à l'entreprise ne sont pas vendus à nos clients ici. D'accord. C'est que pour Truffaut. D'accord. Voilà. Donc ça sera emballé, expédié. Exactement. Là en fait le produit il est mis en ligne par les garçons. Après il est étiqueté. Tu vois que dessus il y a la marque, le gen code, le prix auquel il va être vendu en magasin au consommateur final. Et ensuite, tu as Alman et Sébastien qui montent les palettes. Donc, comme tu peux voir, on retrouve un peu le système des fours, mais les petits dans les grands, comme des poupées gigognes, avec beaucoup d'emballage. Excellent. Et oui, il faut avoir l'œil, savoir ce qui va rentrer dedans. Voilà, c'est pas des postes où tu peux avoir des temporaires. Il faut connaître les références et savoir qu'est-ce qui va dedans. D'accord. Voilà. Et prendre soin de la poterie, puisque derrière, en amont, il y a beaucoup de travail, comme tu l'as vu. Il faut savoir qu'on a en moyenne 0,60% de casse au national, ce qui n'est pas beaucoup vu la nature du 0,60%. Ah 0,60, d'accord, c'est pas beaucoup. Non, vu la nature du produit, mais parce qu'ils emballent bien, quoi. On utilise beaucoup de mousse, de carton, d'intercalaires, etc. quoi, pour essayer que ça arrive à bon port. Donc en fait, on te retrouve dans toute la France. Oui, dans toute la France. Ouais. Les consommateurs peuvent, sur notre site internet, il y a un endroit où il y a marqué point de vente, ils rentrent leur département et la ville la plus proche et ça va leur donner les distributeurs qui travaillent la marque. D'accord, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci. Merci beaucoup Laura. Merci d'être venu, d'avoir passé ce temps avec nous. Ben oui, je suis toujours super content de découvrir ton univers que j'adore. Maintenant, couleurs. je sais pourquoi aussi. Maintenant, voilà, c'est que tu en descends aussi. Donc, Non, mais à chaque fois, c'est magique. Ces couleurs sont magiques, c'est forme, ça fait rêver. C'est ça. Il y a de la beauté en fait. Et c'est du patrimoine aussi, parce qu'un savoir-faire. Enfin, dans le temps, ancien. Dans le temps, on fait des poteries depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, je crois. Donc en fait, même avant. Tout à fait. La période gallo-romaine aussi. Ouais. Et puis, en fait, tu perpétues donc, cette tradition et ce savoir-faire. C'est ça. Et je trouve ça superbe. Et merci beaucoup en tout cas à toi. Merci pour tes valeurs. Merci de nous avoir mis en lumière. À tous, à l'équipe surtout. C'est normal et c'est un grand plaisir à toi. Je te fais un bisou. Ouais, pareil. Merci beaucoup. Et puis, à très vite alors. À la prochaine. Et puis quant à vous, je vous donne rendez-vous donc très vite pour de nouvelles aventures. Alors à bientôt.